Parce qu'en psychiatrie, finir en clôturant, ça serait quand même un petit peu compliqué. Donc je ne vais pas faire une conclusion qui ferme, mais plutôt qui ouvre. Moi, je suis très heureux de cette journée dans un lieu chargé d'histoire, une histoire que je ne connaissais pas, hein, celle du Rouvray, un des lieux qui a marqué l'histoire de la psychiatrie au XIXe siècle, et dont on aimerait connaître un peu plus l'histoire du XXe siècle. Hein. Donc j'espère que cette journée pourra stimuler des recherches locales sur les expériences et les personnels de soins au Rouvray. On connaît bien les expériences au XXIe siècle, celles du XIXe siècle, mais je crois qu'au XXe siècle, il y a encore plein de choses à découvrir. Je reprends ma respiration. Petit cycle respiratoire. J'en profite à cette occasion pour faire un appel au personnel du CH du Rouvray pour préserver les archives, ou pour les redécouvrir ou les découvrir, parce que comme vous l'avez entendu ce matin, et comme vous l'avez vu dans les diaporamas, elles sont indispensables pour reconstituer l'histoire des anciens personnels et l'histoire, votre histoire actuelle. On ne sait pas ce que toutes ces expériences vont laisser comme archives, peut-être des archives d'un nouveau type, mais qui sont aussi tout à fait intéressantes pour les historiens, du son, de la vidéo et toute autre chose. Donc pensez bien à ça, à ces dossiers de patients, dossiers de carrière de personnel qui feront l'histoire dans quelques générations. Qu'est-ce qu'on a entendu? La journée donne un très bel aperçu, je trouve, du renouvellement qui touche la manière d'écrire l'histoire de la psychiatrie en règle générale. Elle a d'abord permis d'entendre une histoire polyphonique. Alors ça, c'est assez nouveau, qui permet de découvrir de nouvelles figures de soignants, de soignantes, on a beaucoup parlé des femmes, qui œuvrent à faire fonctionner des institutions de soins, à adapter en permanence les prises en charge psychiatriques. Et aussi des figures qui permettent de donner un nouveau visage. On l'a vu avec le travail de Philippe Cialdella et ses magnifiques photographies, ou le récit de Marie Derrien sur ces vieilles nourrices du Centre France. Des figures de soignants et de soignantes donc, qui se démultiplient, qui comprennent des parents, comme l'a indiqué Camille Monduit, des patients également, qui jouent le rôle d'aidants, par exemple dans le cas des nourriciers de Dain, on l'a vu, des familles logeuses, des artistes, et donc aussi des animaux, désormais. Petit clin d'œil à ça. Donc toute une gamme de médiateurs, auxiliaires, soignants complémentaires, dont nous découvrons l'histoire, en quelque sorte. Ça ouvre aussi sur une histoire, cette journée ouvre aussi sur une histoire du recrutement, de la formation, du statut et de l'identité des personnels soignants qui sont souvent nommés dans les histoires actuelles comme des personnels secondaires, alors qu'en réalité, on le constate, ces personnels sont en première ligne et omniprésents dans nos archives. Et donc c'est une façon aussi de redonner une juste place à ces personnels dits secondaires. C'est un enjeu important que la place de ces personnels dits secondaires, comme on l'a entendu un petit peu hier soir, dans le cadre des conférences sur les différentes formations d'infirmiers psychiatriques. Il y a des enjeux anciens, comme l'ont montré certaines interventions aujourd'hui, notamment sur les formations, des formations qui sont plus anciennes qu'on croit, les formations légères des nourrices aux médicaments, la professionnalisation de la fonction d'infirmier à Blida dès les années 1930, ou la formation des religieuses, comme il en a été question. Tout cela, donc bien avant les grandes réformes dont il a été question hier soir, des années 70 et 90 que vous avez en mémoire. C'est une histoire donc des identités des soignants aussi, et qui s'enrichit par des questionnements tout à fait nouveaux et qui touchent particulièrement les historiens aujourd'hui. Vous l'avez beaucoup entendu, je pense que ça c'est très neuf, des questions sur le genre des soignants, des questions sur l'origine des soignants, l'illustration de Blida était vraiment parfaite pour cela, questions sur l'âge également des patients, des soignants, ou sur l'orientation politique et religieuse de ces soignants. L'autre remarque que j'aurais à faire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce qu'on a entendu, c'est une histoire qui est ancrée dans des environnements spécifiques, dans des lieux. C'est une histoire qui montre la diversification des lieux
du soin. On a fait beaucoup une histoire de l'asile, un lieu en quelque sorte unique. Or, ce qu'on a entendu, c'est une histoire qui en termine avec l'asilocentrisme. Hein. Les lieux sont complètement éclatés. On a parlé d'extra-hospitaliers, de dispensaires, de cafés morts, d'hôpitaux de jour, de CMP, d'appartements thérapeutiques, et j'en passe. Donc en quelque sorte, l'histoire des métiers de la psychiatrie, l'histoire de la professionnalisation de la psychiatrie, ne s'écrit jamais de la même manière selon l'endroit où on se place. Elle n'est pas la même à Dain-sur-Auron, à Plouguer-Neuvelle, à Villévrard, à Bron, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle n'est certainement pas la même d'un service à l'autre, hein, on l'a entendu parfaitement dans vos différentes présentations. Je dirais, et c'est un terme que les historiens emploient beaucoup et qui n'est pas du tout péjoratif, l'histoire de ces métiers se fait à partir de micro-histoires qui forment, toutes réunies, la grande histoire. Des micro-histoires qui sont dépendantes de contextes singuliers. Hein, on a parlé des guerres, de la pression démographique sur les institutions psychiatriques, des problèmes financiers, de la déshospitalisation massive des patients chroniques, etc. etc. C'est un concept très historien, micro-histoire, qui s'applique particulièrement bien pour décrire, par exemple, la naissance de l'atelier médiation artistique dans les 6 mètres carrés du bureau du psychologue, et aussi dans la relation aux activités d'un conservatoire de proximité. Quand je dis micro-histoire, c'est une façon de faire l'histoire, c'est pas du tout évidemment considérer qu'elle est mineure, au contraire. Micro-histoire tout à fait intéressante dans le réinvestissement, par exemple, au service du soin des compétences des artistes, comme l'illustre le travail de Julia Gralak. Une histoire donc, qui s'écrit assez logiquement, ça aussi c'est un terme utilisé par les historiens, beaucoup par en bas. Non à partir des traités médicaux publiés. Je crois qu'on n'a pas entendu parler du tout de traités médicaux aujourd'hui. Ça doit être la première fois de toute ma carrière que j'assiste à une journée historique sans entendre parler de traités médicaux, mais à partir des archives, des dossiers patients, des dossiers de personnel, des expériences, une histoire plus incarnée aussi, hein, plus humaine des patients et des personnels, dont témoignent particulièrement l'étude de Cialdella sur les photos. On avait l'impression de connaître parfaitement les infirmiers de Bron, alors qu'évidemment on n'en a pas entendu parler. Vous vous souviendrez évidemment tous de Gros Loulou, de Fabienne et de Sam, évidemment. C'est une histoire décentrée au fond du pouvoir médical, hein, une histoire qui peut ouvrir sur la description de pratiques très variées, comme l'illustre l'intervention de Bénédicte Percheron sur la musique d'asile, celle de Caroline Blasquez sur l'ergothérapie, pratique très ancienne, hein, avec au début, donc, comme elle l'a rappelé, la réadaptation des soldats, l'intervention d'ouvriers dans les asiles dans les années 40 et 50, et qui s'est professionnalisée à partir des années 70. Ou encore celle des infirmières praticiennes du yoga, que je remercie de leurs ondes positives, dont la pratique pourrait être réinscrite dans une histoire beaucoup plus longue des thérapies holistiques en psychiatrie, depuis le magnétisme et l'hypnose du 19e siècle, par exemple, à l'utilisation du bol tibétain. J'ai assisté à l'Université de Lyon à une présentation très intéressante sur l'utilisation de cette pratique dont j'ignorais tout auparavant. Mais donc l'histoire de l'intégration de ces pratiques à l'hôpital a une longue histoire, c'est vraiment tout à fait intéressant. On assiste indéniablement à une nouvelle étape de cette histoire, nourrie par la diffusion aussi globale, mondiale de ces thérapies. Ça, c'est aussi tout à fait neuf. Toutes ces pratiques qui ont été citées cet après-midi sont inédites, bien sûr, dans leur application contemporaine, mais elles ont aussi une histoire, comme l'ont bien montré les interventions donc, sur le yoga, sur l'ergothérapie, sur l'animal, sur l'art et sur la musique. Ce que j'ai entendu aussi, c'est une histoire qui avance de plus en plus vers notre temps et qui s'intéresse beaucoup plus à la deuxième moitié du XXe siècle. On l'a entendu avec les exposés sur les enfants, sur le logement, jusqu'à atteindre les prémices de l'organisation psychiatrique de notre temps, peut-être les limites aussi du travail des historiens. Hein.
on a des travaux historiques qui vont jusqu'aux années 80, quoi, et après on ne sait plus trop si c'est de l'histoire entre 80 et aujourd'hui. Donc il y a une limite un petit peu variable. Ça, c'est une grande question pour nous. Et donc, une histoire aussi qui peut, et là j'insiste beaucoup auprès de vous, aussi s'écrire avec des témoignages oraux des personnels soignants et des patients, hein, à partir du moment où on passe à une histoire des années 70, 80, 90 et plus encore celle du 21e siècle. Et les pratiques décrites dans la table ronde vont servir aux historiens futurs à n'en pas douter, qui s'interrogeront sur la réintroduction au XXIe siècle des animaux. Vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui a une très très longue histoire. Sur la permanence de l'utilisation de la musique, particulièrement au vrai, c'est quand même très très surprenant. L'utilisation de l'art, des jeux bien évidemment, et des pratiques que j'appellerais orientales dans ce panel des pratiques de soins. Ce que montrent bien les travaux dont vous avez pris connaissance aujourd'hui, c'est que l'histoire des métiers de la psychiatrie, c'est pas aussi seulement une histoire de la médecine. C'est une histoire de notre société, au fond. Hein, c'est une histoire de l'économie, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de la gestion des territoires, c'est une histoire religieuse, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est une histoire politique, hein, on a parlé de la dimension politique des engagements des tenants de la psychothérapie institutionnelle. Dans le cadre de Blida, on a même entendu parler de l'affaire de Panama et de l'affaire Dreyfus. Alors là, c'est aussi une première pour moi dans ce genre de journée. C'est aussi une histoire connectée aux problématiques du soin aujourd'hui, dont témoignent, ça j'ai particulièrement apprécié, les allers-retours entre aujourd'hui, le 19e siècle, le 20e siècle, on l'a vu sur la musique, mais aussi sur beaucoup de points. Et donc peut-être parfois les interventions des historiens, lorsqu'elles sont très éloignées, elles vous paraissent un petit peu exotiques, hein, surtout quand elles prennent place dans des lieux aussi exotiques que l'Algérie coloniale ou la Bretagne par exemple. Elles vous ont peut-être paru exotiques, lointaines, mais je pense qu'elles vous ont parlé parce qu'elles nous parlaient de problèmes de logement, d'économie du soin, de nouvelles cultures de soins, de quotidien du soin. Donc la journée montre idéalement comment peut se construire un dialogue collectif au croisement des préoccupations des soignants d'aujourd'hui et des historiens et des historiennes. Moi je me réjouis donc qu'elle ait pu avoir lieu sous cette forme et je souhaite à nouveau remercier ses organisateurs, l'ensemble des intervenants et l'auditoire. Merci.